Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a 2 mois, près de 2 mois, la Russie envahissait l'Ukraine. On ne parle évidemment que de cela, et c'est normal. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis. L'Europe, le monde, effectivement, est tourné aujourd'hui vers ce qui se passe au cœur de cette Europe-là. Mais vous savez, nous ne pratiquons ici ni l'indignation à géométrie variable, ni la condamnation à sens unique. Il y a des problèmes, il y a eu des choses, des excès des deux côtés. On ne renvoie pas dos à dos l'agresseur et l'agressé. Bien sûr, on sait qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas faire, effectivement, de propagande à sens unique, quelles que soient effectivement nos sympathies ou nos antipathies. Alors, quid de la situation aujourd'hui à Mariupol, à Azovstal, le fameux complexe d'Azovstal? On va en parler avec quelqu'un que nous avons déjà reçu et que nous sommes toujours contents de recevoir, Jacques Beau, qui a écrit, je rappelle, aux éditions Max Milo, Dans la tête de Poutine, ou plutôt Poutine est-il victorieux ou pas? On va en parler tout de suite après ceci. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Alors, Jacques Beau, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous êtes, s'il y a quelqu'un, vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes quand même parmi les gens les plus informés de ce qui se passe pour à la fois ce que vous avez vécu, à la fois vos activités, on l'a rappelé, à la fois vous étiez, il y a quelques années, au bon endroit, en 2014 notamment, à Maïdan et à Kiev, enfin sur la place Maïdan. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, on annonce que, en tout cas selon le ministère russe, le ministère de la Défense russe, près d'1 millier de combattants ukrainiens qui étaient retranchés dans la Syrie Azovstal, donc le dernier bastion de résistance ukrainienne à Mariupol, se seraient rendus aux forces pro-russes et constitués prisonniers. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça entraîne? Alors, on parle d'échange de prisonniers, on sait que le président ukrainien Zelensky a dit non, ils ne se sont pas rendus, ils ont été évacués et tout se passe en concertation, etc. Alors, vraiment, au vrai sens du terme, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que les estimations occidentales et russes convergent sur l'existence d'environ 2000 hommes, dont environ 400 étrangers dans les caves ou dans les souterrains au-dessous de l'usine, enfin ce complexe Azovstal. Oui. D'accord. Aujourd'hui, des informations non confirmées que j'ai reçues diraient que déjà 1750 résidents d'Azovstal se seraient rendus. C'est à prendre avec des pincettes, mais ça montre qu'on est quand même sur des chiffres assez importants. Ils se sont rendus par petits paquets et pas tous d'un coup, comme on avait vu le mois passé à Azovmash, où la 36e brigade d'infanterie marine s'était pratiquement rendue d'un seul tenant. Oui. Là, on a des petits groupes, ce qui tente à montrer qu'il y avait des discussions au sein du mouvement entre les différentes unités pour savoir s'il fallait se rendre ou pas. De fait, les premiers qui se sont rendus d'Azovstal étaient des blessés, qui ont été du coup évacués, mais qui se sont rendus quand même avec quelques combattants qui les ont accompagnés. Et puis progressivement, on a vu comme un effet de contagion et de plus en plus de militaires, enfin de paramilitaires, parce que ce ne sont pas des militaires, ce sont des paramilitaires qui se sont rendus. Donc, voilà un petit peu la situation. Maintenant, effectivement, c'est important au point de vue politique parce que la résistance d'Azovstal avait été portée par le gouvernement ukrainien comme étant l'essence même ou le porte-étendard, si vous voulez, de la résistance ukrainienne contre la Russie, d'une part. Et d'autre part, le discours ukrainien tendait à faire une sorte de confusion entre Mariupol
et Azovstal. C'est-à-dire, on essayait de dire que tant que Azovstal n'était pas tombé, en fait, Mariupol n'était pas dans les mains des Russes. D'accord. Or, la réalité est que Mariupol est aux mains des Russes depuis environ 3 semaines. Ils commencent déjà, d'ailleurs, ils n'ont pas commencé maintenant, mais ils ont déjà commencé à s'occuper des blessés, des civils, etc. Et Azovstal est vraiment le dernier noyau au bord de la mer. C'est vraiment c'est un gros complexe, mais ça reste quand même très isolé de la ville. Alors, est-ce qu'on sait, Jacques Beau, ou pas encore, on en avait parlé la dernière fois que nous étions entretenus, est-ce qu'on sait combien d'étrangers et qui sont ces étrangers, sans avoir les noms évidemment de chacun? On a beaucoup parlé de cela. Est-ce qu'on a des renseignements supplémentaires ou pour le moment rien de précis? Alors, comme je vous l'ai dit, les estimations tournent autour de 400 volontaires étrangers. Donc, ce sont des volontaires, des gens qui se sont engagés aux côtés du régiment Azov, qui est une unité, comme je l'ai dit, paramilitaire et qui rassemble beaucoup de volontaires. Maintenant, on n'en sait pas beaucoup plus parce que les Russes gardent beaucoup d'informations chez eux. Ils laissent filtrer très peu de choses. Oui. Ce que l'on peut imaginer, c'est qu'une grande partie de ces militaires ou de ces paramilitaires vont être considérés comme des criminels de guerre parce que le régiment Azov a quand même une histoire de crimes de guerre assez importante depuis 2014. On en a parlé, vous savez, avec ce jeune homme qui était parti dans l'humanitaire en Ukraine et qui est revenu il n'y a pas si longtemps, Adrien Boquet, et qui a parlé d'Azov justement et des origines d'Azov, enfin en tout cas. Tout à fait. Donc, c'est assez bien documenté. Il n'y a que nos médias qui n'en parlent pas, mais en réalité, déjà, les organisations humanitaires, certains pays comme Israël, etc., se sont inquiétés pas seulement de ce que faisait Azov, mais du soutien qu'apportaient les pays occidentaux à ce régiment, puisqu'on sait, de nouveau, aucune de mes informations viennent de Moscou, elles viennent toutes plutôt d'outre-Atlantique, et des rapports indiquent clairement que ces formations étaient formées par des Canadiens, des Américains, des Français et des Britanniques. Donc, alors, est-ce que Jacques Beau, est-ce que ceci pourrait, encore une fois, parce qu'on a beaucoup parlé, vous savez, on a même montré des photos de tel ou tel haut gradé américain, on a parlé de Français, Poutine lui-même a dit, écoutez, il a parlé, alors évidemment ça fait partie de la propagande russe aussi, chacun défend ses intérêts, mais il a parlé, vous savez, des laboratoires biologiques, il a parlé des gens qui bientôt, dans 1 ou 2 semaines, raconteraient eux-mêmes ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans les sous-sols d'Azovstal. Tout ça vous paraît une construction plutôt de la guerre médiatique ou de l'information, des informations, ou ça peut reposer sur des faits réels? Alors, je pense qu'il faut bien distinguer les différentes déclarations des Russes. Tout d'abord, les Russes sont restés extrêmement parcimonieux sur les informations parce que je pense qu'ils essayent de garder une sorte une carte dans leur manche, si vous voulez, pour la sortir au bon moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a effectivement dit qu'il y aurait éventuellement des laboratoires biologiques dans les souterrains. Je ne le pense pas. Je n'en sais rien, mais je ne le pense pas. Oui. En revanche, je pense que la fouille de ces souterrains, une fois qu'ils auront été, que tous les combattants se seront rendus, la fouille de ces souterrains pourrait amener des documents qui étayeraient un certain nombre d'accusations que la Russie a déjà évoquées. Mais je ne pense pas que les Russes pensent qu'il y ait des laboratoires biologiques ou des biolabs, comme on les appelle en anglais, sous Azovstal, oui. Alors, restez avec nous, Jacques Beau, parce qu'on va encore, là, on va quitter, enfin, on va aller au-delà d'Azovstal et de parler de où on en est exactement et les conséquences possibles de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et vous êtes avec nous à distance et on voit votre belle bibliothèque. Et puis, ceux qui nous écoutent peuvent réagir au 0826 300 300. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Jacques Beau, auteur de Poutine, maître du jeu, aux éditions Max Milo, qui est ancien colonel, je le rappelle, Jacques Beau, dans le renseignement stratégique suisse, partie prenante des négociations lors de, effectivement, à l'OTAN et à Maïdan et compagnie. Donc on continue à en parler, mais surtout Jacques Beau, je voulais vous faire entendre une chose assez hilarante, si ce n'était pas le contexte. Et vous voyez que les mêmes les plus puissants font des lapsus. Hier, à Dallas, George W. Bush, l'ancien président des États-Unis, écoutez. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. Merveilleux. 75. Voilà, et tout le monde se marre, je vois. La décision d'un seul homme, alors il partait sur Poutine, bien sûr, de lancer une invasion totalement brutale et injustifiée en Irak. Je veux dire en Ukraine. Et puis il ajoute, 75 ans, exclué que 75 ans. C'est assez drôle parce que l'Irak, c'était ça. Hein. Est-ce que c'était pas l'Irak aussi une décision d'invasion totalement brutale et injustifiée, l'Irak ? Jacques Beau, alors justement, au-delà de cette décision de lancer une invasion, etc., où en est-on aujourd'hui, alors au-delà de Mariupol, au-delà d'Azovstal, où en est-on aujourd'hui, la situation telle qu'on la voit se dérouler? Le rapport de force, oui. Aujourd'hui, on a un petit peu la continuité d'ailleurs de ce que j'avais déjà annoncé sur votre antenne il y a déjà quelques semaines, c'est-à-dire que les unités du Donbass commencent à tomber les unes après les autres. L'effort principal de l'opération... les unités ukrainiennes, c'est ça. Oui. Les forces ukrainiennes, oui, se font petit à petit. Oui. Et alors, il y a un effet de Mariupol, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Mariupol était un petit peu l'exemple à suivre, n'est-ce pas, dans la défense, pour la défense de l'Ukraine, la détermination à se défendre. Or, avec la reddition des troupes de Mariupol, on voit qu'il y a un effet de contagion dans le Donbass. Et ces dernières heures, on a plusieurs unités de la 115e brigade du Donbass qui ont décidé qu'elles cesseraient de combattre. Elles ont tout simplement dit qu'elles refusaient de combattre. D'accord. En partie parce que, d'abord, elles reçoivent plus d'aide. Et là, il y a un peu un paradoxe parce que... Oui, parce qu'il y a le flot d'armes, d'aide économique. 2 milliards, a dit le président Macron, que l'Europe était en train d'acheminer. Tout à fait. Et là, il y a effectivement, d'un côté, il y a les Occidentaux qui disent tout va bien, la Russie gagne, on amène des nouvelles armes, tout va bien, il y a des contre-offensives victorieuses de l'Ukraine. Or, en réalité, c'est faux. Il n'y a pas de contre-offensive significative, il y a plutôt des contre-attaques, mais pas vraiment des contre-offensives. L'armée ukrainienne a plutôt tendance à reculer qu'à avancer. Et les troupes qui sont dans le Donbass sont pratiquement coupées de leurs arrières. Donc, elles reçoivent du matériel, mais il est très rapidement détruit par les Russes. On a vu avec ces nouveaux obusiers qui ont été amenés par les Américains, les obusiers, les M777, ou 77, qui ont été détruits pratiquement au moment où ils sont arrivés. Et donc, les Ukrainiens les soldats ukrainiens, parce que là, on parle de soldats ukrainiens, on ne parle pas des paramilitaires d'Azov. Ces soldats ukrainiens se sont un peu abandonnés. Ils ont reçu l'interdiction de se replier. Ça, c'est aussi important. Zelensky leur a interdit de se replier malgré les recommandations de l'état-major ukrainien. Oui. Et donc, il y a un moral dans l'armée ukrainienne qui rejoint un petit peu, d'ailleurs, la situation qu'on avait connue en 2014-2015. Lorsque l'état-major avait poussé les forces ukrainiennes à combattre les rebelles du Donbass, et avec des ordres qui étaient parfois confus, des stratégies qui n'étaient pas claires, eh bien, on conduit l'armée ukrainienne dans une forme de spleen, on pourrait dire, qui conduisait d'ailleurs à beaucoup de pertes. Et que l'on connaît aujourd'hui, d'après ce que vous dites. On connaît aujourd'hui, effectivement, et il semble que de plus en plus, les redditions se suivent. C'est des petites unités, 50, 100, qui se
qui se rendent petit à petit parce qu'ils remarquent que le combat qu'ils font est inutile, et puis que surtout on n'a pas, parce que l'idée de l'état-major ukrainien par rapport à Zelensky mène une guerre sur les médias, les militaires mènent une guerre sur le terrain, c'est évidemment différent. C'est pas la même chose. Pouvoir retirer leurs troupes de façon à consolider une vraie ligne de défense et contre-attaquer. Mais là, ce qu'on observe, c'est que les unités du Donbass restent dans les tranchées qu'elles ont construites pendant 8 ans. Je simplifie un petit peu. Et on les oblige à rester dans ces tranchées. C'est Zelensky lui-même, c'est les Zelensky et l'état-major qui les obligent à ne pas bouger. Apparemment ça, parce que l'état-major souhaiterait que ces troupes puissent être retirées pour qu'on puisse les utiliser plus efficacement. Mais on est un petit peu dans la même situation qu'on avait pendant la Première Guerre mondiale, si vous voulez, où il faut absolument tenir à tout prix. Il n'est pas question de reculer d'un mètre pour des raisons morales, politiques, psychologiques, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça détruit complètement le moral des militaires, et surtout, comme ils ne sont pas approvisionnés, ils n'ont pas de logistique correspondante. Certaines routes ont été coupées, d'ailleurs, je crois, du côté d'Odessa, etc. Les routes, les chemins de fer, il y a énormément de voies de communication qui ont été détruites, il y a beaucoup de dépôts de carburant, notamment du diesel, qui pourrait être utilisé pour l'armée, qui ont été détruites. Donc, effectivement, il y a une situation qui est un peu désespérante pour les militaires, qui voient qu'ils n'arrivent plus à se déplacer avec leurs véhicules parce qu'ils n'ont plus de carburant militaire. On a observé d'ailleurs que beaucoup de militaires ukrainiens se déplaçaient avec des véhicules civils parce que les véhicules militaires n'ont plus de maintenance. Donc on est dans une situation effectivement qui n'est pas très réjouissante pour eux, ce qui les amène à se rendre. Mais Jacques Beau, alors il y a un paradoxe quand même assez affolant, enfin c'est énorme, c'est que d'un côté l'Europe tout entière n'arrête pas de dire, les États-Unis aussi, mais enfin l'Europe, les déclarations, voilà, on appuie, tout va bien, on fonce, vous l'avez déjà dit, mais il y a ça, et puis tous les jours on annonce qu'il y aura 25 millions de plus avec une conversation Macron-Zelensky, etc. Et en même temps, la situation sur le terrain est celle que serait celle que vous décrivez, et ce paradoxe, à un moment donné, cette contradiction va se montrer, le réel va frapper à la porte quand même. Eh bien, c'est exactement le problème qui affecte les troupes du Donbass actuellement. Elles constatent ça et elles disent « on nous a abandonnés ». Parce que d'un côté, vous avez les médias qui disent « oui, l'armée est victorieuse, elle va mener des opérations offensives ». Puis d'un autre côté, les soldats ne voient rien venir. Et puis, on s'est aperçu aussi à Mariupol, dans les semaines qui ont précédé, des militaires qui ont essayé de s'exfiltrer du complexe Azovstal pour rejoindre leurs lignes. Or, les lignes, elles étaient à plus de 100 kilomètres. Ils n'avaient pas du tout l'information qui leur permettait de penser que leurs troupes étaient si loin. Ils pensaient qu'elles étaient juste à côté. Et donc, il y a un manque d'information au sein des forces armées ukrainiennes qui fait que les gens sont aujourd'hui totalement partagés entre les attentes qu'ils ont et ce qu'on leur promet, et puis la réalité qu'ils observent tous les jours. Donc paradoxalement, nos médias sont peut-être en grande partie responsables en relayant sans discernement la propagande ukrainienne. Nos médias sont probablement en grande partie responsables de cette enlisement. Et de ce désespoir. Oui, ce qui est terrible, parce que le peuple ukrainien, en même temps, et l'armée ukrainienne, les victimes, elles sont là aussi. Et juste une dernière question, Jacques Beau. À votre avis, encore guerre longue, guerre qui va se traduire encore pour des semaines, voire des mois, compte tenu de ce qu'on observe aujourd'hui, sans faire de prédiction, mais est-ce qu'on est parti pour quelque chose qui va quand même durer et s'enliser pendant encore pas mal de temps ? Alors évidemment, je n'ai pas la boule de cristal, mais je pense que la bataille du Donbass pourrait se résoudre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir quelles sont exactement les ambitions russes. Et là, on sait que les Russes n'iront probablement pas dans l'ouest de l'Ukraine, mais même dans ce qu'ont les Russes actuellement, ça ne représente pas la totalité du sud de l'Ukraine. Donc, entre ce qu'ils ont en main, y compris, disons, admettons, une victoire dans le Donbass, et ce qui reste à conquérir pour avoir tout le sud
de l'Ukraine, il y a quand même un écart et on ne peut pas, à ce stade... bien sûr. Mais d'où juste un mot, d'où la nécessité quand même d'une vraie négociation. Que font tous les autres? Que les Russes, évidemment, eux, ils avancent leurs pions, mais pour même pas contrecarrer ça, on va pas faire une guerre mondiale, mais que font les puissances européennes? Que font les partenaires? Que font les protagonistes de cette affaire? On a l'impression qu'il n'y a plus de négociation, qu'il y aurait soi-disant, mais que, voilà, on attend de voir ce qui va se passer, et c'est presque au doigt mouillé, ce qui est tragique, eu égard au nombre de morts, de victimes de part et d'autre. Alors tout à fait, et c'est ce qui explique, on voit que les militaires s'intéressent davantage à des négociations que les politiques. Je rappelle que c'est une crise qui a été totalement gérée par les politiques en Occident. Et même les militaires occidentaux, notamment les militaires américains, s'inquiètent un petit peu de ce développement. Et c'est pas pour rien si le général Austin, qui est en même temps le secrétaire à la défense américain, a appelé le chef de l'état-major ou des forces armées russes, Shoigu, pour voir si on pouvait avoir un cessez-le-feu. Alors évidemment, c'est les Américains qui demandent un cessez-le-feu et non pas les Russes. C'est un petit peu encore un paradoxe intéressant. Exactement, ce qu'on raconte dans nos médias où les Russes seraient aux abois, etc. Non, les Russes sont en très bonne position du point de vue tactique et opératif. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ont vaincu totalement, mais ils sont certainement pas de vaincre. Et puis, je pense que les militaires occidentaux aujourd'hui sont ceux qui réalisent avec le plus de réalisme l'importance et la gravité de la situation, alors que les politiciens, notamment les politiciens européens, enfin de l'Union européenne, j'ai l'impression sont dans un nuage encore. Et ils ne réalisent pas que leurs décisions font souffrir encore davantage la population ukrainienne. Et oui, ce n'est plus comme... Ça, en fait, ce que vous dites, c'est que ce sont les militaires qui sont lucides aujourd'hui, beaucoup plus que les politiques. Tout à fait, absolument. Et tous les militaires que je connais, y compris des militaires de l'OTAN avec qui j'ai des contacts réguliers, pensent vraiment comme moi. Et je suis extrêmement surpris de voir comment nos médias, finalement, ont si peu de considération pour la vie, finalement, des Ukrainiens. Parce que, en réalité, maintenant, on ne va pas revenir en arrière sur les choses. Par contre, on peut limiter les dégâts. Et je pense que c'est ce sur quoi il faut se focaliser. Merci Jacques Beau. Et pas recommencer effectivement dans l'illusion, comme vous dites, et dans le cauchemar. Merci beaucoup Jacques Beau. Et je rappelle le titre de votre livre, Poutine, maître du jeu aux éditions Max Milo. Et puis en ces temps tragiques, on va essayer de sourire un petit peu avec Perle d'André Berkoff dans un instant.